Quelles sont les 14 étapes d'un achat immobilier? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver. N'oubliez pas que vous êtes libre de télécharger gratuitement mon guide pour vendre votre bien immobilier dans les meilleures conditions pour vous. Le lien est quelque part dans la description de cette vidéo. Alors, quand on décide d'acheter un bien immobilier, on se pose souvent la question comment ça va se passer, quel va être le déroulé, quelle va être la chronologie. Et donc j'ai voulu faire cette vidéo là vraiment pour vous aider à bien comprendre quelles sont les étapes essentielles pour pouvoir acheter un bien immobilier. Et donc on va commencer par la première étape qui est extrêmement importante, c'est de déterminer votre budget. Vous voyez, je me suis même fait une petite anti-sèche ici, comme ça j'ai tout inscrit et je peux vérifier que je me trompe pas. Donc pourquoi est-ce que c'est extrêmement important de déterminer votre budget? Tout simplement parce que quand vous allez lancer votre projet immobilier, c'est ce qui va vraiment déterminer où est-ce que vous allez pouvoir acheter, quelle surface vous allez pouvoir acheter, la proximité de transport par exemple, la proximité des écoles, voilà, tout ça c'est vraiment lié en fait au budget que vous allez pouvoir octroyer, la surface habitable bien évidemment, voilà. Donc première chose, faites bien attention à ça, déterminez votre budget. Et ce que je vous conseille de faire pour vraiment bien réussir cette étape-là, c'est de voir un courtier. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre banquier, à vous, peut très bien refuser votre financement là où une autre banque pourrait l'accepter. Pourquoi? Tout simplement parce que les banques ont parfois des conditions d'octroi qui sont un peu resserrées dans certains établissements, alors qu'au même moment, dans d'autres établissements, vous allez avoir des conditions de taux favorables et la banque va chercher à obtenir un maximum de clients grâce à la génération de crédits immobiliers. Donc n'oubliez pas cette petite astuce. L'idéal, je pense, c'est de contacter un courtier qui lui est vraiment au fait de la banque qui actuellement est en recherche de clients ou pas. Ensuite, la partie numéro 2, c'est de déterminer vos objectifs avec exactitude. Alors, on l'a dit tout à l'heure, la première étape, c'est le budget. Mais ensuite, après, qu'est-ce qu'on doit acheter? Si par exemple, vous êtes, vous travaillez sur Paris et que vous souhaitez avoir un temps de transport relativement court, naturellement, vous allez éviter d'aller à 1 heure de chez vous. Donc, le lieu va être extrêmement important dans vos objectifs. Ça va être aussi également le nombre de chambres, par exemple, la surface habitable dont vous avez besoin. Si par exemple, vous possédez un vélo de valeur et que vous souhaitez ne pas le mettre sur le balcon mais avoir une cave dédiée à ça, ou sinon qu'il y ait un emplacement dans la résidence pour mettre les vélos. Si vous avez besoin d'un box, si vous avez besoin d'un parking, voilà, toutes ces choses là c'est extrêmement important. Si vous voulez un balcon, une terrasse, il faut le déterminer dès le départ, et ce que je vous invite à faire, c'est de faire une petite liste de tout ce que vous souhaitez, et au fur et à mesure de vos visites vous allez pouvoir affiner un petit peu ces critères là. Si par exemple vous voyez que vous pouvez avoir peut-être plus grand que ce que vous pensiez, et parfois malheureusement plus petit, vu qu'on le sait, l'immobilier reste quand même relativement cher. Le troisième point, il s'agit de choisir le secteur où vous souhaitez vivre. Donc ça rejoint ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur la détermination des objectifs. C'est important de bien cibler le secteur où vous allez rechercher. Il nous arrive souvent en tant que conseiller immobilier de rencontrer des personnes qui veulent démarrer des visites sur un secteur et dès les premières visites se rendre compte que finalement c'est beaucoup trop loin par rapport à leur travail. Donc je vous invite à, dans les tout débuts de votre recherche, de prendre votre voiture et de faire des tests le matin et le soir en fonction des horaires que vous avez par rapport à votre métier, de vérifier que la distance est cohérente par rapport à ce que vous souhaitez de votre travail. On était donc au troisième point. Le quatrième point, c'est visiter des biens immobiliers. Oui, ça paraît logique, vous n'allez pas acheter un bien immobilier sur annonce, quoique peut-être que dans les 10 ans qui vont venir, l'immobilier va changer à ce point où les gens vont pouvoir acheter sans se déplacer forcément de chez soi grâce au digital et aux vidéos qu'on peut avoir maintenant sur les biens immobiliers. Mais pour le moment, ça reste encore assez difficile de faire son choix ainsi. Donc, il faut absolument visiter des biens immobiliers. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour visiter des biens immobiliers? C'est pas très compliqué.
vous allez sur les sites internet d'annonces immobilières et je vous conseille en particulier le site Bien Ici qui est vraiment un site vraiment top d'annonces immobilières. Vous allez pouvoir également utiliser le système de géolocalisation. Une fois que vous allez sur ces sites-là et que vous prenez des rendez-vous pour visiter des biens, je vous conseille de ne pas visiter plus de 3 biens par session de visite. Donc si une journée vous avez décidé de faire des visites, essayez de limiter vos visites à 3 biens. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que à la fin de cette journée-là, vous allez vraiment avoir les idées qui vont se mélanger et vous n'allez plus du tout vous souvenir quelle cuisine appartenait à quel bien, quelle terrasse à quel bien et ainsi de suite. Voilà. Ou sinon, il faut vraiment être organisé avec à chaque fois tout un tas de petits formulaires que vous avez préparés pour vraiment vous assurer que vous ne mélangez pas les biens. Mais vraiment, je vous le conseille, c'est le mieux à faire. Si par exemple vous venez de loin et que vous n'avez pas le choix, eh bien tant pis. Si par exemple vous devez faire 300 km pour aller visiter des biens, je peux comprendre que ce soit pas confortable pour vous de visiter que 3 biens lorsque vous vous déplacez, mais alors vraiment soyez extrêmement organisé et prévoyez des petites fiches, vous allez pouvoir tout noter. Ensuite, donc on était au 3e point, le 5e point. Alors celui-ci, on n'y pense pas souvent, c'est une astuce qui est bête comme chou, mais pourtant voilà, qui devrait être utilisée par tous les acheteurs potentiels. Lorsque vous achetez un bien immobilier dans l'ancien, votre vendeur ne vous garantit pas les installations. Donc, si vous achetez un bien immobilier et qu'aucune fenêtre ne se ferme, qu'il n'y a pas d'eau au robinet, que les plaques de cuisson ne s'allument pas, eh bien, vous n'avez aucun recours contre votre vendeur. Donc, soyez extrêmement vigilants sur tous ces aspects-là. Vous pouvez tester les portes. Par exemple, nous, ça nous est arrivé quand on a acheté notre maison. Eh bien, les portes à l'intérieur ne se fermaient pas et on a été obligé de faire quelques petites réparations pour améliorer ça. Donc, il faut vraiment tout tester, les fenêtres et autres. Autre point extrêmement important, c'est de visiter l'ensemble des pièces. Si par exemple vous achetez une maison et que vous ne visitez pas les combles, vous ne pourrez pas vous plaindre d'avoir des fuites de toiture si vous n'avez pas été vérifié par vous-même. Donc c'est extrêmement important d'aller au bout des démarches et de vérifier toutes les installations, toutes les pièces. 6e point. 6e point, ça va être de prendre connaissance de toutes les informations, par exemple tout ce qui va être diagnostic. Vous le savez, d'ailleurs j'ai fait des vidéos là-dessus, un lien va apparaître autour pour vous amener vers une vidéo de diagnostic. Vous avez des diagnostics qui sont obligatoires qui doivent être portés à la connaissance de l'acquéreur, c'est-à-dire vous, de manière à ce que vous puissiez prendre votre décision en toute connaissance de cause. Je les énumère, mais bon, voilà, il y a en gros l'amiante, l'électricité, le diagnostic gaz, le diagnostic assainissement pour certaines régions, le diagnostic mérule, le diagnostic thermite, le diagnostic plomb, le diagnostic performance énergétique, le diagnostic ERP, état des risques naturels, miniers et technologiques, enfin maintenant c'est risques et pollution, pardon, le diagnostic bruit qui vient d'arriver récemment, est-ce que j'ai tout? La loi Carrez également pour les biens en copropriété, bref, il y en a plusieurs et ça il faut absolument que vous les consultiez et que vous les compreniez avant d'acquérir un bien immobilier. Et il y a notamment tout ce qui peut toucher des servitudes. Vérifiez bien par exemple qu'il n'y ait pas de servitude particulière lorsque vous achetez un bien immobilier. Après une servitude c'est pas forcément un handicap, mais au moins voilà, il faut que vous le sachiez pour acheter en toute connaissance de cause. On passe au 7e point, faire intervenir un artisan s'il y a des travaux. Et oui, voilà, quand vous achetez un bien immobilier, vous avez un budget qui est défini et il faut quand même être très vigilant sur les surprises. Et quand on achète un bien immobilier, voilà, je vous le donne en mille, on a forcément des surprises quand c'est dans l'ancien. Donc prévoyez toujours une enveloppe en fonction du type de bien que vous achetez, mais je vous dirais, si vous achetez un bien qui coûte dans les 200 000, 250 000, 300 000 euros, prévoyez toujours une enveloppe pour des éventuelles surprises d'environ 10 000 euros. Voilà, ça mange pas de pain, ça fait pas de miettes, comme dirait mon pote Benji, mais au moins ça vous permet de ne pas être obligé de revendre le bien immobilier si jamais il vous arrive une grosse galère. Donc pensez toujours à avoir une petite réserve de côté pour pouvoir à faire des réparations et entretenir le bien si nécessaire. Donc je vous disais, faites intervenir un artisan, ça c'est important.
de manière à pouvoir chiffrer les éventuels travaux que vous prévoyez dans une maison. Par exemple, s'il y a des tuiles à changer, s'il y a des fenêtres à refaire, s'il y a une cuisine à refaire, si la plomberie est à refaire, si la chaufferie est à refaire, si l'électricité est à refaire. Voilà, je vous ai donné en gros les pôles principaux dans un bien immobilier. S'il y a de la décoration à refaire, les pièces d'eau, tout ça, c'est extrêmement important. Ensuite, après, on a le point faire une proposition d'achat. Et oui, naturellement, une fois que vous avez tout validé au niveau des diacs, que vous avez tout testé dans l'installation, vous avez fait venir votre artisan, eh bien vous allez faire votre proposition d'achat. Cette proposition d'achat, elle doit être écrite. C'est extrêmement important parce que, eh bien, une fois que votre vendeur l'a contresigné, vous êtes d'accord sur l'intégralité des points, le prix et la manière à laquelle les conditions de la vente. Et donc à partir de là, votre vendeur est logiquement, définitivement engagé. Donc cette promesse, enfin cette proposition d'achat, cette offre d'achat, comme je vous l'ai dit, elle doit être matérialisée par écrit. Et alors, comment est-ce qu'on négocie? Là, par contre, je ne peux pas vous l'expliquer comme ça dans une vidéo qui est déjà relativement longue. Mais clairement, voilà, la négociation, en ce moment, on est dans une période où il y a des négociations qui sont relativement faibles. Ce qui va impacter en fait la négociation, ça va être depuis quand le bien est en vente, est-ce qu'il y a des travaux à prévoir dedans. Voilà, globalement, c'est un petit peu les points sur lesquels vous allez pouvoir négocier. Ensuite, en point 9, on a signé le compromis de vente ou la promesse de vente ou d'achat. Alors, je ne vais pas vous expliquer qu'est-ce qu'un compromis, qu'est-ce qu'une promesse de vente, qu'est-ce qu'une promesse d'achat. C'est pas le but de cette vidéo-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que vous avez décidé d'acheter un bien immobilier, eh bien, il faut signer un premier acte, ce qu'on appelle un avant-contrat. Voilà ce que je viens de vous dire, compromis, promesse. Et ça se fait généralement soit en agence immobilière, soit si vous achetez en particulier, c'est possible de signer en particulier, mais très sincèrement, je vous le conseille pas. Parce que si le document est mal rédigé, eh bien, vous pouvez avoir quand même la vente peut être nulle et non avenue. Et la dernière option, eh bien, c'est de signer votre compromis de vente chez un notaire. Voilà. Étape suivante, signer un compromis, une promesse. Ensuite, eh bien, pour vous acheteurs, vous allez avoir ce qu'on appelle un délai de rétractation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant 10 jours, eh bien, vous allez pouvoir vous retirer de cette acquisition. Alors j'imagine que si vous êtes lancé sur une offre d'achat et que vous avez signé un compromis de vente, c'est certainement pas pour vous rétracter, mais il peut arriver que, eh bien, il se passe quelque chose dans un délai de 10 jours et vous avez cette faculté, vous et vous seul, de pouvoir vous dédire, ce qui n'est pas le cas du vendeur qui lui est définitivement engagé à partir du moment où il a signé le compromis de vente. Point suivant, eh bien, ça va être de chercher activement un financement. Et oui, je précise bien activement parce que c'est un peu le parcours du combattant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une dizaine d'années, on était capable d'obtenir un prêt immobilier, une offre d'achat sous une durée d'à peu près 30 jours. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, ça s'est rallongé, c'est passé à 45 jours. Et maintenant, on est plutôt sur des délais de 60 jours. Alors, ce n'est pas des délais légaux, hein, le délai légal minimum est de 30 jours pour le prêt, il me semble. Mais voilà, en ce moment, les banques sont relativement lentes pour éditer des offres de prêt, donc prévoyez à peu près un délai de 60 jours et surtout soyez très actifs de manière à relancer souvent la banque, de bien constituer un dossier complet, de donner un dossier vraiment complet dès le début de la transaction de manière à ce que, eh bien, il n'y ait pas de perte de temps avec des échanges avec votre interlocuteur en banque. Je ne sais plus à combien nous sommes, mais bon, c'est pas grave. On passe ensuite à organiser votre déménagement. Alors oui, naturellement, vous allez devoir déménager et ça nécessite une organisation qui est tout à fait particulière. Donc prenez le temps de réfléchir, est-ce que vous déménagez par vous-même, avec des potes, est-ce qu'il faut louer un camion, est-ce qu'on fait appel à une entreprise extérieure, voilà, donc tout ça, je vous laisse réfléchir à tout ça, mais c'est une étape qui est extrêmement importante. Étape suivante, c'est revisiter le bien immobilier avant d'acheter. Alors oui, c'est possible de le faire et d'ailleurs c'est souvent déjà une clause qui est intégrée dans les compromis de vente d'agences immobilières. C'est la faculté de pouvoir revisiter le bien avant de passer chez le notaire. Alors ça va permettre de faire deux choses principalement. La première chose, c'est d'effectuer les relevés de compteurs. Vous allez pouvoir reprendre les compteurs par exemple de gaz, d'électricité ou d'eau de votre vendeur pour pouvoir écraser ses contrats et donc reprendre les contrats de fluide.
Et la deuxième chose qui est extrêmement importante, eh bien, c'est de vérifier que entre le moment du compromis de vente et le moment de la signature chez le notaire de l'acte authentique, définitif, eh bien, il n'y a pas eu de sinistre, quelque chose qui aurait été voilà, caché par le vendeur. Donc ça, c'est extrêmement important. Revisiter le bien immobilier avant de passer chez le notaire pour vérifier que tout est conforme. Par exemple, s'il y a une liste de mobilier qui devait rester avec de l'électroménager, vérifier que eh bien, tout ce qui a été promis est bien dans le bien immobilier au moment où vous allez signer. Et donc on passe à l'étape suivante qui est la signature chez l'acte authentique. Donc en général, entre la revisite du bien immobilier juste avant signature et la signature de l'acte authentique chez le notaire, généralement ça se fait dans la même journée ou ça peut se faire la veille. Donc la signature chez le notaire, et bien là on va vous demander de venir avec les fonds. Généralement ça se fait par virement, même maintenant c'est que par virement d'ailleurs. Pensez-y, vous avez les fonds de votre prêt immobilier si vous passez par un prêt immobilier, vous avez les fonds de votre apport personnel à virer. Chez le notaire, on va vous demander pièce d'identité. On va également vous demander eh bien, ce qu'on appelle le prorata temporis de taxe foncière, en sachant que la taxe d'habitation est due par l'occupant au 1er janvier pour l'intégralité de l'année, alors que la taxe foncière, elle, si elle existe encore au moment où vous regardez cette vidéo, eh bien, elle est due au prorata temporis. Donc si vous signez en milieu d'année, eh bien vous paierez du milieu d'année jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire environ la moitié de la taxe foncière. Il y a un autre prorata que vous pouvez être amené à faire et c'est le prorata de charge de copropriété. Si par exemple vous achetez un bien immobilier dans une copropriété, on sait que les charges, excusez-moi, sont appelées généralement au trimestre et donc eh bien, vous devrez également régler les charges et les éventuels fonds que vous allez devoir reverser à votre vendeur qui peuvent être des fonds de réserve. Si par exemple il en existe dans la copropriété. Et le dernier point qui est extrêmement important, la dernière étape qu'il faut absolument faire quand vous achetez un bien immobilier, eh bien c'est d'ouvrir le champagne, c'est de fêter ça. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu si elle vous a aidé, pensez à vous abonner pour avoir des informations à chaque fois qu'il y a un nouveau contenu et de mettre la petite cloche également pour être averti par mail. Je vous dis à bientôt, ciao, bye bye.